Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Pierre-Marie Laguet, cofondateur de Blackfoot, laboratoire d'innovation spécialisé dans la création de produits technologiques pour les grands groupes. Pierre-Marie revient avec nous sur son parcours atypique, de la création d'une première entreprise dans l'audiovisuel à 23 ans, à une reconversion radicale à 30 ans dans l'informatique, avec un retour par la case école où il va rencontrer les autres cofondateurs de Blackfoot. Un parcours inspirant et rempli d'humilité qui nous fait grand plaisir de vous partager. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Marie Laguet, cofondateur et CEO de Blackfoot. Merci Pierre-Marie de nous accorder un peu de temps pour cet entretien. Je t'en prie. Bonjour à tous. Donc Pierre-Marie, la première question que je pose habituellement à mes invités, c'est est-ce que tu pourrais nous pitcher Blackfoot en quelques mots? Qu'est-ce que vous faites? On a un super large éventail de services, donc du coup, je vais essayer de faire au plus serré. Mais globalement, on se définit comme un laboratoire d'innovation qui accompagne les grands groupes dans leurs projets techniques de réalisation, mais également sur plein d'autres sujets en réalisant des produits technologiques innovants. Donc ça, c'est le pitch le plus serré. Globalement, quand on s'est lancé, en fait, donc c'est il y a 5 ans, parce que la boîte a 5 ans maintenant, et les 23 personnes. Quand on a commencé il y a 5 ans, on se définissait à l'époque comme un laboratoire de prototypage. Donc vraiment, ce qu'on voulait, c'était développer des protos pour les grands groupes, puis ça a super bien marché. Et donc, c'était aussi bien des applications web et mobiles que des objets connectés. À l'époque, les objets connectés, ça se faisait très peu pour des petites boîtes qui se lancent. Donc, on est résolument une société de services. Et voilà, et ça a très très bien fonctionné. Puis on s'est aperçu que, au bout d'un an ou deux, on s'est aperçu que nos projets marchaient vachement bien. C'était acheté à l'époque par les directeurs de l'innovation. C'était des choses toutes nouvelles dans les grands groupes, mais que souvent ils achetaient nos produits, mais c'était juste parce qu'ils entendaient parler d'une techno et donc ils voulaient essayer. C'était vraiment plus des démos, quoi. Et donc ça restait sur étagère. Ce que je veux dire, c'est que ça passait rarement la barrière des services informatiques, ça rentrait jamais vraiment dans des roadmaps, ça passait pas en production, quoi. Ça n'empêche que les clients étaient quand même contents, mais nous on s'est un peu interrogé, on s'est rendu compte que toute la partie amont, donc pour aller de l'idéation jusqu'au prototype justement, n'était pas forcément super bien réfléchie encore à cette époque par les grands groupes. Ça a beaucoup changé depuis, hein. Mais donc du coup on a intégré des nouvelles fonctions chez nous, donc des designers d'interaction, des designers graphiques, des ergonomes, enfin voilà, plein de choses comme ça, et beaucoup de compétences aussi sur tout ce qui était évolution business, marché, lean startup, etc. Puisque nous, c'était un peu le monde qu'on avait découvert en lançant notre startup et en rentrant dans plusieurs accélérateurs et incubateurs. Et donc, on s'est mis à proposer ça aussi. Et donc là, on a commencé à s'accompagner de l'idéation jusqu'à vraiment la réalisation des prototypes. Puis on a continué à évoluer. Et maintenant, on industrialise aussi par nous-mêmes. Donc, on a vraiment toute la chaîne de valeur de l'innovation. Et je crois que le rêve qu'on avait à la base, c'était de pouvoir créer un écosystème qui soit capable de créer des produits de l'idée jusqu'à les emmener vraiment à l'industrialisation. Et ça, pour le coup, c'est plutôt un pari réussi. On n'est pas encore assez gros à notre goût, mais voilà, j'espère que ça répond bien. Oui, non, c'est une bonne mise en bouche. On rentrera peut-être plus en détail après sur les types de produits et puis les types de clients que vous avez. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu de toi, Pierre-Marie. D'où tu viens, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer justement Blackfoot il y a 5 ans maintenant? Pour le coup, mon parcours est un peu atypique, mais d'ailleurs celui de mes associés fondateurs aussi, puis la plupart des gens chez Blackfoot. Moi, j'ai commencé, j'ai rien à voir avec l'informatique, avec tout ça, hein. J'ai commencé, sorti du bac, je suis allé dans une école d'audiovisuel qui s'appelle l'Écart. Et j'ai fait un bac plus 3 là-bas, on appelle ça un Bachelor of Fine Art. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Sorti d'école, j'avais des exemples d'entrepreneurs dans ma famille, notamment ma mère, qui a toujours été biberonnée à ça. Donc je pense qu'il y a eu une espèce de décalque, quoi. Tu vois, un peu le prisme social de la famille qui redécoule sur moi. Et donc du coup, j'ai monté tout de suite en sortant de ces études-là, j'ai monté une boîte de production audiovisuelle avec un copain, qui a tourné pendant 7 ans et demi. Et on a connu tous les affres d'une petite entreprise. C'est-à-dire que on a connu la grosse crise de 2008, les prix qui dévissent dans tout le marché de l'audiovisuel et à cause notamment de la communication. On a connu, je sais pas. Quand tu dis audiovisuel, c'était quoi? Chômage à l'époque, c'était une petite boîte de prod audiovisuelle. On faisait des films instituts pour des clients type GRDF, etc. Et puis pas mal de prod de fiction sur YouTube, sur Dailymotion. Enfin voilà, quoi. On essayait de faire au max, quoi. Puis à la fin, on a tombé un gros projet. C'était 2 longs métrages au Qatar. On n'était absolument pas dimensionné pour ça, donc on y allait, on s'y jetait à corps perdu. Ça nous a pris 8 mois, on a lessivé tout notre carnet de clients courant parce qu'on s'est dit c'est ça qu'on veut faire. On était 3 dans la boîte, donc on a sous-presté mais à paquet, quoi, sous-traité à paquet. Enfin,
Bon, par contre, c'était génial, quoi. On avait emmené 35 personnes au Qatar faire un film et tout. Ça, c'était incroyable. Et donc, du coup, voilà, c'est l'explosion en plein vol, quoi. On a déposé le bilan à ce moment-là. Je devais avoir 30 ans à ce moment. Et du coup, je me suis un peu réinterrogé sur ma vie. Je m'étais toujours promis qu'à 30 ans, si ça avait pas fonctionné en audiovisuel, je ferais autre chose. L'informatique me plaisait bien. J'avais envie de nouveaux challenges. C'était pas forcément compatible aussi, cette vie-là, avec une vie de famille. Si je reviens, si tu as déposé le bilan, c'est parce que tu as vu, hein, si on prend l'expression, les yeux plus gros que le ventre, ça, c'était trop Ouais, gros c'est ça, pour c'est ta ça. structure. Ouais, carrément. Mais j'ai appris énormément pendant ces 7 ans-là. J'ai appris énormément de choses, sur l'entrepreneuriat, sur tout ça, sur les équipes, enfin bon, bref, c'est fou. Mais ouais, c'est exactement ça. Ouais. Pardon, excuse-moi si c'était pas clair. Et voilà, donc envie de nouveaux challenges et puis compliqué. Je m'étais retrouvé d'un coup super haut. Il fallait que je redescende tout en bas pour réattaquer le secteur et tout compliqué, quoi. Et puis un peu déprimé aussi, hein, je pense, d'avoir un peu perdu ce bébé, quoi, d'un certain sens. Donc je suis tombé sur, au début, à l'époque, c'est l'arrivée je sais pas si ça va vous parler, l'école de Niel, là, 42, j'avais passé les concours, ils me proposaient de prendre, d'entrer chez eux en mars pour passer la piscine, mais c'était pas diplômant, c'était pas machin, c'était au mois d'août, hein, donc ouais, parce qu'au début je me suis dit génial, je veux prendre des vacances, ça fait 7 ans que j'en ai pas pris, puis au bout d'un mois j'en avais plein le cul, j'en pouvais plus. Rester chez moi, donc du coup je me suis lancé là-dedans, et du coup j'ai vu qu'Epitech, eux, faisaient une formation spécifique. Tu peux rappeler ce qu'est Epitech pour les gens qui Ouais, Epitech, c'est la plus grande école européenne d'informatique en nombre d'étudiants qui sortent tous les ans, quoi. Voilà, c'est celle qui sort le plus grand nombre d'ingénieurs informatiques en Europe. Et voilà, et donc du coup ils proposaient donc une piscine aussi, mais ça va attaquer en septembre. Et surtout ils proposaient donc, pour ceux qui avaient déjà un bac+3, de faire un master en 3 ans. C'est-à-dire que, comme on avait déjà validé un diplôme bac+3, on pouvait aller sur le master. Mais du coup, par contre, en 1 an, on faisait le cursus des 3 premières années, donc du bachelor. Donc en accéléré, donc c'est du 7 jours sur 7, 18 heures sur 24. Ouais, c'était un peu fou. D'ailleurs, en interne, c'est 3e année spéciale. Donc c'est pour ça le 3S. Mais dans l'école, c'était appelé à l'époque 3e année suicide. Parce que c'était vraiment hardcore. Et puis voilà, donc j'y suis allé en me disant, ouais, je vais me trouver un bon boulot dans l'informatique, je vais me marier, avoir des gosses. Ça va complètement changer ma vie. Est-ce que tu avais déjà des bases en informatique quand tu as postulé? Pas du tout. Ça a été un enfer. Je me suis retrouvé, je sais pas si t'imagines, mais donc j'avais 30 ans, j'allais sur mes 31 ans, je me suis retrouvé. En gros, l'idée, c'est qu'en septembre, on commence la rentrée avec les premières années. Donc ils ont 18 ans, quoi. Après, en janvier, je crois, ou février, on attaque la rentrée avec les 2e années. Donc, et en 3 ou 4 mois, on fait le programme de la première année, quoi. Là où ils le font en 1 an. Donc en fait, en septembre, alors que je venais de tout changer, enfin, tu vois, l'audiovisuel et l'informatique, alors que j'en ai jamais fait, je me suis retrouvé avec des gamins de 18 ans. Franchement, c'était la jungle, quoi. Et là, tu te réinterroges, quoi. Tu dois faire des exercices auxquels tu ne comprends rien, bosser quasi 24 heures sur 24. Et entouré par des mômes de 18 ans, que tu te dis, mais vraiment, est-ce que je suis pas en train de faire? T'as dû prendre une grosse part d'humilité, prendre sur toi. Ah ouais, ça m'a fait redescendre, ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Clairement, mais par contre, j'ai adoré, quoi. En fait, j'ai retrouvé plein de choses que j'ai adoré dans l'audiovisuel. C'est-à-dire que c'est des secteurs de passion, les deux. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des gens qui étaient capables de bosser jusqu'à 5 heures du mat parce que ce qu'ils faisaient les passionnait et que ça stimulait leur cerveau et leur créativité. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Ouais, voilà, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a toujours porté, quoi. C'est toujours un truc où, du coup, je me suis vraiment, vraiment éclaté. Et puis, du coup, cette petite promo qu'on était de 3S mélangée autour dans le monde a été géniale, quoi. On était 35, on se serrait les coudes énormément, on était tous dans la même galère. Tu sais, c'est toujours le truc du... tu sais, les parents qui menacent leurs enfants d'aller en pension, sauf qu'en vrai, c'est en pension qu'ils se sont fait leurs meilleurs potes et qu'ils ont fait le plus de bêtises, quoi. Bah là, c'était un peu ça, quoi. C'est tellement dur ce qu'on nous demandait que, enfin bon, après, on n'était pas à la mine, hein, faut pas déconner, mais que du coup, enfin, ça a fait des potes incroyables. Et donc, c'est là-bas que j'ai rencontré les deux autres cofondateurs, Max et Kevin. Enfin, on était 4. Ils avaient un peu le même parcours que toi, Mais alors, ouais, complètement autre chose. Max, il codait depuis qu'il avait l'âge de 6 ans. Il a fait je crois, une espèce de forme de BTS en Belgique. Mais du coup, il voulait approfondir vraiment parce qu'il trouvait qu'il avait pas assez codé. Donc, il est venu faire Epitech. Donc, t'as vu, je me suis retrouvé dans la même promo qu'un mec qui faisait ça depuis qu'il avait 6 ans. C'est incroyable. Kevin, lui, belge aussi. Mais donc, lui, il avait fait une école d'infographie spécialisée dans le temps réel. Donc, c'est-à-dire qu'il faisait de la modélisation 3D, etc. Enfin, un directeur créa dans l'âme, quoi. Et qui s'est dit, je veux rajouter en plus le développement informatique comme corde à mon arc, quoi. Et donc c'était une super team parce que moi le côté très social, très management d'équipe, etc. Et puis qui avait déjà eu un peu cette expérience de l'entreprise. Maxime vraiment le pur CTO et Kevin avec cette espèce de grain de folie créa. Enfin c'était assez facile, quoi.
Donc, je t'ai dit, je voulais me marier, avoir des enfants. La nana avec qui j'étais à ce moment-là depuis des années, elle a pas supporté le Epitech 24h/24, donc on s'est séparés. Et mes copains m'ont dit, viens, on remonte une entreprise. Donc, on s'est pris dès la 4e année, on s'est pris un loft en colocation à Ivry pour commencer à faire nos projets et attaquer les accélérateurs pendant qu'on terminait Epitech. Voilà un peu la genèse. Mais du coup, l'idée de lancer Blackfoot, elle est venue à 3 là, pendant vos études. C'est en travaillant sur des sujets en commun que vous avez eu l'idée. Comment est venue l'idée en fait de créer un labo d'innovation? On a postulé donc à l'époque un accélérateur qui s'appelait Startup 42, qui était vraiment génial. C'est là-bas que j'ai un peu tout appris sur l'univers des startups. Et du coup, on est arrivé, on allait les voir. On était une équipe de gens qui développions très bien, qui savions faire plein de choses techniquement. Et on est arrivé, on leur a montré un hologramme qu'on avait fait en bêta, un autre produit qu'on avait testé, etc. Et c'était assez atypique, je pense, pour eux, parce que du coup, on n'est pas arrivé avec un produit déterminé. On est arrivé en leur disant, on sait faire plein de trucs et on a une vraie compétence et on est une équipe super soudée. Mais par contre, on ne sait pas encore quel va être le business qu'on veut développer, mais on sait qu'on veut développer un business. Ils nous ont pris, alors qu'il y avait en face des startups qui avaient des produits vraiment très définis, tu vois, mais en se disant, on va vous aider justement à trouver quel est votre business model, parce qu'on adore l'équipe. Donc, on a commencé comme ça et en fait, tous les 2 mois, on testait un nouveau produit. Donc, on a entièrement domotisé le loft dans lequel on était et Bouygues Immobilier s'est mis à s'en servir comme appartement témoin pour montrer un petit peu l'avenir de la domotique. On a fait des drones qui faisaient d'inspection sur des fermes à énergie solaire en R&D. Vraiment, on sortait un nouveau produit par mois qu'on allait tester à des événements et tout en mode très lean startup, quoi. Mais à chaque fois, c'était pas, tu vois, on repartait sur autre chose, quoi. Et à la fin de l'accélération, il y a un mentor qui est venu nous voir. Je suis vraiment quelqu'un de pas bien parce que là, j'ai un énorme trou sur son prénom et son nom. Je suis navré pour lui, et qui est venu nous voir et qui nous a dit mais les gars, parce que tu sais, on avait des séances de mentoring avec des gens qui avaient déjà nos entreprises et tout, et qui nous a dit mais les gars, ce que vous avez abattu comme boulot, c'est génial, il vous attirez les grands groupes avec tous vos prototypes, etc. Est-ce que c'est pas ça en fait votre business model, quoi? Plutôt que d'essayer de vous acharner à faire un produit, est-ce que vous feriez pas une société de service qui serait un laboratoire de prototypage, quoi? Et là, ça a été une évidence, quoi. Et on s'est dit mais évidemment, bien sûr que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, ça a pris combien de temps dans ce fameux incubateur? Vous faisiez ça en parallèle de la 4e année, si j'ai bien compris? Ouais, c'est ça, ouais. On faisait ça en parallèle de la 4e année, donc ça a pris 4 mois. Après, dans d'autres endroits, on a eu des périodes d'incubation. On en a fait 2 différentes chez Nice 361 et chez Creative Valley. Et voilà, mais là, la boîte était déjà montée, on commençait déjà à facturer des clients, on commençait déjà... Et justement, comment vous avez trouvé vos premiers clients? C'était quel type de clients, quel type d'industrie avec lesquels vous travaillez en premier? Et puis, ça me permet d'écouler après la question... Et maintenant, quels sont vos clients? Mais au début, comment vous avez fait? Je pense qu'on a eu une chance, mais une chance insolente, quoi. Franchement, comme tout le monde, tu vois, je vais dire, on a beaucoup bossé et tout, mais vraiment, déjà, on a énormément profité du réseau Epitech. Moi, en y allant, je me rendais pas compte, quoi, à quel point il était puissant, et le réseau est vraiment... Alors qu'il n'est pas extrêmement structuré, mais il est d'une puissance folle, quoi. Il y a des développeurs d'Epitech absolument partout, quoi. Partout, et de plus en plus, c'est des postes hyper importants et tout. Et bon, bref. Et après, à l'intérieur même... Sur le campus, il y a notamment un laboratoire de Bouygues qui s'appelle le Spot Bouygues, qui est dirigé par Lionel Lasquet, qui est un des directeurs de l'innovation de Bouygues, et qui du coup ramène des projets innovants de Bouygues pour en faire les prototypes par des étudiants d'Epitech, quoi, dans une espèce de logique. Les étudiants vont avoir des crédits, puis être un peu rémunérés. Bouygues, ça lui permet d'aller tester des choses qu'ils testeraient pas autrement, sûrement de faire aussi un peu du sourcing d'étudiants. Et donc ça, c'était une super plateforme. Et nous, on a commencé là-bas, quoi. Les tout premiers projets qu'on a fait, c'était en tant qu'étudiant, parce que arrivé sur la 4e année, on roulait un peu sur notre scolarité. Et du coup, on avait du temps, et donc on a commencé à faire des projets là-bas comme ça, à rencontrer des premiers clients, à rencontrer des gens. Donc ça a été top. Et là où aussi, je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Donc, je sais pas si tu te remets dans le contexte, mais c'était à 5 ans, c'était vraiment les débuts de Vivatech, les débuts de Macron, les débuts de la Startup Nation, etc. Donc, cette espèce de, tu vois, l'arrivée vraiment des méthodes agiles dans la conscience des gens dans les grands groupes. Ça existait déjà depuis longtemps, mais en France, je sais pas si t'imagines, l'UXUI, ça existait pas du tout. Enfin, tu vois, c'était vraiment plein de nouvelles méthodes auxquelles les gens étaient pas du tout acculturés, mais ils commençaient à entendre parler. Et donc, cette espèce de bande un peu iconoclaste de jeunes gars qui sortent d'une école comme Epitech, dont on parlait partout à l'époque, qui savent faire plein de choses, de l'IoT, du web app, etc. Je pense que, tu sais, ça a été une espèce d'image qui nous a porté, où les gens ont eu envie de dire, regarde, moi, je bosse avec ces ouais. D'un point de vue communication et marketing, c'était bien de vous mettre en avant, quoi. Franchement, ouais, je pense, ouais. Et donc, du coup, je pense qu'on est arrivé pile poil au bon moment on a eu une chance de timeline incroyable, quoi. Bon, et après, bien sûr, on a bossé, etc. Mais ça aurait pas pu vraiment se faire, à mon avis, plus facilement, quoi. C'est vraiment, voilà. Donc, en même temps, le réseau qu'a apporté l'école, en même temps,
un peu de travail de notre côté et beaucoup du momentum, tu vois, de là où on est arrivé dans l'innovation. Je sais pas si tu te rends compte, on est arrivé à plein de révolutions, quoi. Il y avait des choses qui existaient avant, mais là où, tu vois, sur l'applicatif web et mobile, on est arrivé au moment de l'émergence des technologies cross-platform, par exemple, et qui ont un feeling natif. Donc, d'un coup, nous qui avions pas d'expérience, on était aussi capés que des très très grosses sociétés de services sur des technos comme React Native, Flutter, etc., quoi. Donc, c'était, tu vois. Tu peux expliquer un peu aux gens Ouais. qu'est-ce que En c'est gros, cross-platform Ouais, sur le mobile, bon, je vais essayer de pas dire trop de bêtises, hein, donc m'en veuillez pas les barbus. En gros, jusqu'à maintenant, il y avait donc par exemple Xcode pour iOS qui permettait de développer des applications sur iOS, et il y avait aussi une techno spécifique pour les téléphones Android. Donc quand tu voulais développer une application et qu'elle soit disponible sur les deux stores, fallait vraiment que tu fasses, que tu avais 2 fois plus de développeurs et tu passais 2 fois plus de temps, ce qui fait que tu refasses la même application sur 2 supports. Il y avait déjà des choses qui existaient pour faire du cross-platform, donc c'est-à-dire développer en une fois et que ce soit aussi bien sur les 2 stores, mais là, à notre arrivée, est arrivé sur le marché, donc des technologies développées par Google, développées par Facebook, enfin voilà, par des monstres, qui permettaient d'avoir pour la première fois un feeling natif à l'utilisation de ces applications, et donc que tu ne te rendes plus compte que ça n'a pas été fait sur Xcode, parce que du coup, Xcode permettait par exemple sur iOS de faire en sorte d'aller vraiment discuter très rapidement entre les deux. Enfin, tu vois, bon, bref, là, je n'arriverai pas à bien m'expliquer, mais du coup, là, par exemple, ces technos-là, ça doit faire React Native, par exemple, ça doit faire 5-6 ans qu'elle est sur le marché. Le lead chez nous qui s'en occupe, il a 5-6 ans d'expérience sur la techno, il n'y a personne qui a plus d'expérience que lui, quoi. Donc, ça nous a permis très vite d'aller vendre à nos prix, en ayant peu de concurrence, en se retrouvant pas avec des pure players de SN spécialisés dans PHP, Laravel ou je ne sais quelle techno, enfin bon bref, voilà, ça c'était au moment où la nouvelle techno est arrivée, du coup vous étiez à pied d'égalité avec des gens qui exactement. Et là je te donne l'exemple sur le web app, donc je te disais qu'on faisait aussi des objets connectés, de l'IoT, enfin c'est le moment de l'arrivée d'Arduino, de machin, donc plein de boards qui ont permis que là où tu avais besoin du bureau d'études hyper spécialisé et pointu et de grosses machines pour aller faire de l'électronique et commencer à développer des objets connectés ou en faire les prototypes, d'un coup, ça s'est ouvert au marché du particulier qui s'est mis à être en capacité de faire déjà plein de choses, quoi. Et donc, c'est pareil, là, on est arrivé à un momentum incroyable, quoi. Et à pouvoir proposer des prix cassés pour des solutions de prototypage, alors que, enfin, voilà. Et un peu sur toutes les verticales qu'on a positionnées, l'UX/UI, premier designer UX/UI qu'on a pris, quand on parlait du UX/UI à nos clients, ils savaient pas du tout ce que c'était, quoi. Là, aujourd'hui, enfin, ça leur paraîtrait même, tu vois, absurde de pas réfléchir l'expérience utilisateur d'une application avant de la développer, quoi. Donc voilà, et je te l'ai dit, il y a un feeling qu'on a eu, il y avait des convictions qu'on avait, que c'était là-dedans qu'il fallait aller, que c'était les bonnes choses, quoi. Évidemment, on a eu plutôt une bonne strat, je pense, mais on a quand même eu aussi du bol, quoi, parce qu'on serait arrivé 3 ans avant. Tu vois, comme tu as dit, vous avez la bonne idée au bon moment, puis vous avez travaillé pour que ça soit efficace et que ça soit crédible au jeu des gens qui vous avez démarché, quoi. Donc il y a une part de chance, mais une part de travail aussi, évidemment. Ouais, on est malin et on est travailleur. Mais moi, je crois beaucoup plus à la. Tu peux être super intelligent et juste pas avoir de bol et jamais réussir à rien faire, quoi. Donc, enfin bref, peut-être pas se lancer dans un débat philosophique. Donc tu disais au début, labo innovation, web et mobile, grand groupe. Après, vous êtes passé plus à une petite partie de production avec des objets connectés, du hardware. Typiquement, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur quel type de grand groupe, quel type d'industrie? Alors, si tu peux pas donner de nom, c'est pas grave, mais ça, qu'on comprenne un peu mieux. Et puis aussi les types de produits et technos sur lesquels vous travaillez. C'est c'est rigolo parce que je développe un truc là en com, là. On est en train de pousser des articles. Non, en gros, sur la partie web et mobile, je sais pas, ça peut être aussi bien des applications pour des régions pour leur permettre de partager leur patrimoine culturel, que pour en partenariat avec une autre entreprise, mais bref, pour Airbnb, on leur permet de déclarer leur taxe de séjour aux 56 000 communes de France. Ça, c'était quand même incroyable parce que, en fait, jusqu'à maintenant, les mairies ne vendaient plus, enfin, tu vois, il y avait moins de gens qui allaient dans les hôtels, ils allaient dans les Airbnb, mais les Airbnb ne redistribuaient pas les taxes de séjour aux mairies, quoi. Donc, elles ont eu un énorme manque à gagner. Donc voilà, ça c'est des exemples d'applications vraiment réelles et utilisées au jour le jour qui sont en utilisation. Alors ça c'est un peu plus web, ça peut être accompagner des assurances dans leur digitalisation et leur permettre d'automatiser énormément de process chez eux. Donc ça on appelle ça du RPA, c'est un Robot Process Automation. Des grosses startups type My Living Bloom, où là on a un gros partenaire avec nous qui s'appelle C2S, où on a développé toutes leurs applications, etc. C'est hyper varié. Beaucoup de B2C, pas mal de B2B aussi. On aime beaucoup aussi les outils métiers. Ça, c'est un truc qui nous passionne parce que du coup, tu as l'impression de vraiment changer la vie d'utilisateur pour quelque chose qui compte, quoi. Par exemple, sur des grosses applications de chantier, tu vois, on va aller
on va aller permettre à pas mal d'ingénieurs, etc., d'augmenter leur productivité en créant des outils métiers pour eux. Là, je suis désolé, je suis obligé de pas parler par parabole parce que j'ai pas trop le droit d'en parler. D'accord. Mais voilà, et dans les secteurs, ça peut être aussi bien le bâtiment que, je t'ai dit, un peu la banque assurance, les télécoms. Enfin, voilà. On a eu une chance aussi, c'est que Bouygues est rentré à notre capital il y a, je dirais, 24 mois. Là. De façon minoritaire, hein, ils ont pris 10%. Et de façon transverse, donc c'est Bouygues SA directement qui a notre capital. Et du coup, le groupe Bouygues, je sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais à l'intérieur, il y a des médias, des télécoms, de la construction. Enfin, tu vois, c'est assez énorme. Donc, ça nous a permis d'aller nous développer dans plein de secteurs différents, quoi. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est sur le web. C'était quoi l'idée de Bouygues? C'était de rentrer au capital pour que vous soyez un peu leur plateforme d'innovation et que dès qu'il y avait des produits à tester ou à innover, ils passent par vous? Je dirais pas que ça comme ça, parce que ce serait hyper réducteur pour eux, parce qu'ils ont des directions d'innovation qui sont canons chez eux, hein, et clairement, on remplace pas du tout leur travail. Mais c'était, je pense que c'était plus, il y a un laboratoire d'innovation, l'innovation est un vrai sujet dans le groupe, ils travaillent déjà de façon transverse à plusieurs endroits dans le groupe. Ils ont des expertises qu'on n'a pas forcément. Ce serait vraiment bête qu'ils n'arrivent pas à plus se développer parce qu'ils n'ont pas de cash, quoi. Donc, allons les aider à scale parce que ça pourra redécouler sur nous et ça pourra aider les différentes entités du groupe à avoir un partenaire de confiance avec qui bosser s'ils ont besoin. C'est un peu la même chose que ce que tu as dit, si tu veux, mais c'était pas, je veux pas laisser croire on remplace l'innovation au sein de ces groupes-là qui sont non, c'est plus un ajout. En plus, ils ont besoin d'une aide, quoi, on va dire. Ouais. Et enfin, c'est une super relation. Parce que si tu veux, c'est pas un investisseur qui vient et qui va ressortir dans 5 ans en ayant fait une plus-value, quoi. C'est des gens qui sont habitués à créer des outils industriels, qui sont dans cette démarche-là, quoi. Ils investissent chez toi pour que tu te développes, que tu grandisses et que du coup, ça puisse, tu vois, servir un peu la masse du groupe, quoi. Donc, c'est plus un grand frère, quoi, qui t'accompagne et qui est là avec toi. Puis nous, ça nous a permis. Et du coup, justement, si on parle du développement de Blackfoot maintenant, c'est quoi ta vision pour Blackfoot? Est-ce que, par exemple, pour l'instant, vous êtes franco-français ou vous êtes déjà un peu l'international? Comment tu imagines Blackfoot dans 3 à 5 ans? Alors, nativement, on est franco-belge, étant donné que 2 sur 3 des fondateurs sont belges. Mais non, on est installé, donc on est surtout installé en France, même si on a quelques contrats avec la Belgique. Mais pour le coup, on est quand même très franco-français. On commence à poser des touches, là. On a notamment une lead en développement d'applications web et mobile chez nous qui s'appelle Elise Navenec, qui part s'installer a priori définitivement au Canada et qu'on continue à porter avec nous et qui reste dans notre structure. Donc on commence à tester des choses. Donc pour Maxime, notre CTO, ça lui permet de se dire voilà, je vais avoir des capacités à développer avec 5 heures de décalage. Donc je peux avoir des équipes à Paris qui lancent des projets et puis c'est continuer la nuit par là-bas. Notamment là où elle s'est installée, c'est le Québec, donc c'est francophone. Donc on se dit qu'on va peut-être pouvoir aussi aller commencer à démarcher un peu des clients là-bas. Donc on y pense, on commence à poser quelques jalons. Mais là notre gros objectif, c'est surtout de sortir du Covid. Hein. Ouais, vous avez pris la crise en pleine figure? Tout le monde se l'a un peu prise. Tout le monde se l'est prise. Alors clairement, on n'est pas restaurateur, donc notre vie elle est pas si mal. Mais puis l'informatique, c'est un milieu qui connaît le plein emploi, etc. Mais oui, c'est sûr. Un confinement, c'est dur sur plein d'aspects. Enfin, on a senti que les projets étaient plus longs à signer que ce n'était avant, que les budgets ont été un peu coupés, que tu vois. Il y a eu des périodes où d'une semaine à l'autre, on nous disait qu'on n'allait pas être confiné, puis qu'on allait finalement être confiné. Donc, tu vois, ça crée beaucoup d'insécurité pour des acheteurs. Donc, ça fait des périodes pas super cool. Et puis, même en interne, ça oblige à réfléchir à plein de modèles, quoi. Enfin, moi, j'étais super flippé que tous les gens qui bossent chez nous se retrouvent enfermés chez eux du jour au lendemain. Autant, je trouve ça bien qu'on ait pu mettre en place le télétravail de façon aussi massive, aussi vite. Et nous, on n'a vraiment pas eu de problème. Je pense que ça a été beaucoup plus compliqué pour notre entreprise. Mais autant, tu vois, on est encore une petite structure, on est 20-23, quoi. Donc, on connaît tout le monde. Enfin, on a une relation à cette proximité. Donc, du jour au lendemain, de plus savoir s'ils vont bien, de pas savoir à quel point tu peux être intrusif ou pas, c'est-à-dire aller faire une visio avec quelqu'un qui est chez lui pour lui demander est-ce que tout va bien, est-ce que tu as besoin de rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça oblige à réfléchir plein de choses. Au niveau du management et de la gestion des équipes, c'est un challenge. Ouais. Et puis moi, je suis le plus vieux dans la boîte, puisque j'ai 38. Donc les autres sont plus jeunes, mais tu vois, moi, ça m'a obligé à. Enfin, le télétravail, c'est jamais quelque chose qui a été dans mon ADN, quoi. Enfin, c'est quelque chose que j'ai pas connu. Donc là, moi, j'avais des gros doutes sur notre capacité à maintenir la production comme ça. Mais, justement, quand tu parles de production, je reviens un petit peu là-dessus, ça veut dire que vous fabriquez vous-même des objets? Oui, j'ai envie de dire oui, mais il faut que je rentre dans le détail. Donc ouais, sur la partie, oui, c'est vrai que j'ai parlé surtout beaucoup du web app. Mais donc sur la partie objet, on va dire hardware en règle générale. Donc ce qu'on fait, un client a une idée, veut transformer ça en un produit physique. Okay, donc nous, on va
l'aider à en faire toute la conception, tout le design. On va même jusqu'à designer les circuits électroniques, on va faire les routages, etc. On fait aussi le design de l'objet en soi. Mais tout type d'objets ou c'est des objets connectés, par exemple, c'est ça? Ouais, des objets connectés, ouais. L'exemple que je prends le plus parlant, c'est une lampe connectée, parce que je pense que tout le monde connaît ça maintenant. Et ben, quand tu fais une lampe connectée, il faut faire le design de la lampe, d'accord? Il faut être capable d'installer l'électricité à l'intérieur avec l'ampoule. Il faut être capable de faire le circuit imprimé qui va aller décider si la lampe s'allume ou pas. Il faut s'y connaître en réseau pour pouvoir communiquer avec une application mobile, et il faut savoir faire une application mobile pour aller appuyer sur le bouton on ou off de ta lampe connectée. Bah, tout ça, on fait. C'est tout ce qu'on sait faire. Donc, on le fait sur des produits plus compliqués, hein. Donc, ça peut être, là, par exemple, on aide à synchroniser des machines de chantier qui n'étaient pas jusque-là pour une société qui déroule des câbles et enterre des pipelines. On travaille aussi sur des drones qui font d'inspection sur des fermes d'énergie solaire, je te le disais, ou d'inspection sur des éoliennes. On a une partie aussi recherche et développement en robotique dans ce pôle-là hardware. Donc, non, ouais, on fait beaucoup de choses, quoi. On fait beaucoup de choses et on peut le faire de bout en bout. Après, il arrive toujours un moment où, si tu commences à vouloir avoir une unité de ton produit, on va t'accompagner chez des usines partenaires qu'on a en France, qui sont capables d'aller produire des préséries. Et puis après, il y a un moment où il va falloir que la plupart des clients partent en Chine quand ils veulent aller produire des grosses volumes. Ouais, malheureusement. Ouais, voilà. Donc là, bien sûr, j'ai pas d'usine, enfin pas encore. Mais en tout cas, on s'occupe pas encore de ça pour l'instant. Puis c'est pas ce qui nous éclate le plus, quoi. Donc voilà. Ça répond à ta question. Oui, non, okay. Je trouve ça c'est intéressant en fait. Vous êtes parti un peu du software maintenant, d'avoir le software et le hardware, comme tu dis, de bout en bout, c'est intéressant pour vos clients en fait. Bah ouais, parce que les projets sont de plus en plus complexes en fait. Ça devient de plus en plus rare les projets où tu as besoin d'une seule expertise. Et est-ce que vous avez aussi je sais pas, on peut dire des géotrouve-tout qui arrivent, qui ont une idée super et à qui vous travaillez pour développer leur concept, ou est-ce que c'est forcément que des grands groupes? Ouais, ça nous arrive. Il y en a par exemple Steven Gauguin qui a développé un produit qui s'appelle Baku, qu'on aide. C'est un mix entre partenariat et mécénat, quoi. On a beaucoup fait ça au début, beaucoup, parce que ça nous permettait d'avoir des références, tu vois. Donc de faire des prototypes pour ces gens-là, de les aider, de les accompagner. On trouvait les projets super. Et du coup, quand on rencontrait des clients grands comptes derrière, on pouvait leur montrer des super photos qu'on avait fait pour des petits porteurs. Et donc ça, tu vois, ça en jetait, quoi, beaucoup plus que d'arriver les mains vides. Donc ça, c'est on a fait des choses comme ça. Là maintenant, un petit peu moins parce qu'on cherche à maximiser au plus possible notre rentabilité vu qu'il y a eu le Covid et tout ça qui est passé par là. Mais on a d'autres modèles, tu vois. Par exemple, on a des grands locaux, on héberge d'autres startups maintenant à l'intérieur, donc on va leur faire des facilités de facturation sur leurs clients. On accompagne aussi, mais d'une autre façon, quoi. On s'entourait d'un écosystème qui nous aide à répondre à des besoins de nos clients et voilà. Mais par contre, s'il y a des belles pépites qui passent devant nos yeux, on est plutôt du genre à se jeter dessus. Et il y a aussi un autre truc, c'est que on développe aussi beaucoup plus de produits en interne. C'est-à-dire, on a mis en place un truc, alors c'est pas encore parfait comme système, mais 10% du temps de travail de nos employés, ils peuvent le passer à réaliser des produits qui leur plaisent, quoi. Donc c'est une espèce de forme de bourse, tu vois. On leur dit qu'ils ont 10 000 euros à utiliser avec lesquels ils peuvent acheter leur propre temps homme ou le temps homme d'autres gens chez Blackfoot. Et du coup, après, ça passe dans des canaux chez nous, et si le projet est vraiment bien, qu'on voit qu'il y a des potentiels clients qui peuvent redébarquer derrière, et on va porter le sujet avec eux et on va essayer de développer ce produit pour aller le revendre derrière. Parce que je sais pas si tu te rappelles ce que je t'ai dit au début, notre objectif, c'était de créer un endroit où on pouvait prendre une idée et développer derrière nos propres produits, quoi. Et donc là, on a commencé à lancer ça, et là, on en a un très beau, c'est donc Leslie, qui est notre lead UX, UI, lead designer, quoi, qui avait fait son mémoire sur les interfaces homme-animal et qui a voulu continuer à pousser le projet chez nous en interne. Donc on a fait un collier connecté pour animal de compagnie qui permet d'aller relever énormément de statistiques sur le comportement des chats. Et donc elle a trouvé des sponsors absolument géniaux comme Thierry Bedossa, qui est un peu le Michel Simès du vétérinaire, je sais pas si tu connais, mais qui est quelqu'un d'absolument incroyable, avec qui on bosse depuis quelques années, qui est monté avec nous dans l'aventure, et qui donc est notre caution scientifique, et qui voit plein de choses qui peuvent bouleverser un peu la vie des vétérinaires à l'avenir. Donc on a développé ce produit, et là on a fait des tests, des partenariats avec le CNRS pour faire de la recherche. Enfin, on fait plein de choses. Donc, ce qui est cool, c'est que ça valorise des profils en interne, évidemment, nous ramène des idées qu'on n'aurait pas forcément eues. Ça nous sert de tracteur technologique, parce que pour ça, sur ce produit-là, il y a une techno app, pardon. Il y a une techno aussi hardware physique collier. Donc, il a fallu bosser sur des capteurs, sur plein de choses, etc. C'est d'expérience derrière qu'on revend à nos clients. Et puis, la possibilité, là, maintenant, c'est ce qu'on est en train de faire. On cherche à faire des tours de table pour aller chercher des investisseurs pour développer ce produit sur ce côté-là, commercialement, quoi. Donc, ce qui fait aussi que même le temps, tu vois, un peu d'intercontrat ou d'intermission qu'on avait, on l'utilise pour mettre à jour et pour aller défricher des nouveaux produits
par nos employés. Ouais, puis comme tu dis, c'est une bonne manière aussi de valoriser les compétences en interne, qui se sentent bien dans la boîte. C'est ça, nous, c'est des gens c'est les profils qu'on recherche, c'est les profils les plus durs à manager parce qu'ils sont très entrepreneurs, tu vois, dans leur tête ou dans leur âme. Donc, c'est des gens qui ont envie que ça bouge tout le temps, et un peu comme moi, je le suis, quoi. Mais par contre, c'est top, quoi. Tu bosses avec des gens qui sont passionnés, qui sont à fond dans leur truc, qui ont 10 idées à la minute. C'est cool, quoi. Pierre-Marie, on arrive au terme de cet entretien. La dernière question que je pose à mes invités, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait entreprendre, mais qui n'a pas forcément le réseau, qui n'a pas forcément les codes, qu'est-ce que tu lui dirais? Ou alors les principaux pièges à éviter? Enfin, si t'as Alors déjà, je dirais, n'écoutez pas les conseils de ceux qui ont monté des boîtes, parce que leur expérience ne sert pas forcément. Parce qu'ils oublient souvent qu'ils ont aussi eu de la chance, et donc ils vous donnent des espèces dans beaucoup de bouquins, tu sais que tu peux lire comme ça, on te donne des espèces de marches à suivre, de comment eux, ils ont réussi, en oubliant un petit peu qu'ils étaient un survivant parmi beaucoup de morts, qui ont sûrement fait la même chose qu'eux. Après, non, ce que je dirais, moi, surtout, c'est l'équipe, quoi. Je pense que, déjà, franchement, essayez pas de monter une boîte tout seul, parce que c'est du suicide. Parce que là, moi, c'est une chance que j'ai eue. J'ai vu plein de potes qui en ont beaucoup souffert. Moi, quand on a monté la boîte, on était 3 associés à la base, quoi. Donc, le jour où j'étais malade, ou alors j'étais un petit peu dedans, j'avais mes associés qui pouvaient me porter ou qui pouvaient faire avancer les choses. Mais là où si j'avais été tout seul, je pense que ça aurait été dur. Et puis, non, ouais, entourez-vous bien. Contrairement à ce qu'on pense, je peux pas dire n'importe quoi. Un produit, ça a de la valeur, quoi. Une idée, ça a de la valeur. Mais franchement, par rapport à une équipe, ça en a quasiment aucune. Il y a des gens qui investiront. Beaucoup plus d'investisseurs mettront des ronds dans une équipe que dans une idée. C'est ce que j'ai découvert, moi aussi, un petit peu en avançant. Et sinon, faites super gaffe au syndrome de l'imposteur. Parce que on part vraiment du principe, surtout quand on se lance et qu'on se lance de zéro, qu'on connaît rien et qu'il y a des gens qui font les choses super bien et que même dans les grands groupes, ça a l'air hyper organisé, structuré et qu'on n'est vraiment pas grand chose. En fait, je me rends compte que c'est vraiment le bazar partout, quoi. Faut pas être trop humble non plus, quoi. Quand on sait faire quelque chose et qu'on le fait bien, faut le mettre en avant et pas hésiter à le marteler, quoi. Je sais pas si c'était très clair. Non, c'était très clair et je pense que c'était des conseils à viser, je pense. Des conseils, non conseils, mais c'était des bons conseils. Pierre-Marie, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Et je souhaite plein de bon succès à toi, tes équipes et à Blackfoot pour le futur. Merci, c'est adorable. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi! C'est adorable.